Donc moi je suis Pascal Minguet, je vais donc animer, comme on dit, ou modérer cette table ronde pendant 1 heure. Donc on n'a pas 3 invités comme indiqué sur le panneau, mais 4. Donc je vais... ils vont se présenter. Donc, on a un invité spécial qui nous vient de Toulouse, qui est Christophe Alcantara, qui va se présenter dans quelques minutes. Et puis sinon, donc vous les avez les 3 là. Donc on va parler de la valeur de la vie privée. Et puis est-ce qu'on va encore avoir une vie personnelle sur Internet et ailleurs demain? On verra. Alors vous allez prendre le micro, ça va être notre petit tour de chauffe déjà. Moi, je vais vous demander de vous présenter. Alors, Christophe Alcantara, dites-nous déjà qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre identité numérique, enfin tout ça, quoi. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Alcantara, enseignant-chercheur, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Toulouse Capitole. Je suis un spécialiste, si on peut parler ainsi, de la sociologie des usages, des pratiques numériques. Et je m'interroge depuis de nombreux mois avec mes collègues chercheurs de mon laboratoire l'IDETCOM aux enjeux de l'e-réputation, et qui est le thème et le prisme que je vais aborder aujourd'hui. Voilà, sans transition. Auprès de voilà, et vous nous aiderez à voir clair sur vos interrogations, et puis on va les partager un peu. Bonjour, Paul-Olivier Gibert, donc je suis président de l'AFCDP, qui est l'association française donc, des correspondants à la protection des données personnelles. Et d'une manière plus générale des professionnels donc, de la protection de la vie privée, puisqu'il y a peut-être des réflexions sur la réputation, mais il y a déjà un certain nombre de textes juridiques qui encadrent l'usage des données à caractère personnel. Marc ? Marc, merci. Ensuite. Marc Mossé, je suis le directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France, également enseignant à Sciences Po sur le thème de la responsabilité sociale des entreprises, ce qui n'est pas forcément très éloigné du thème qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, je ne le cacherai pas, Microsoft est une entreprise présente dans le numérique, donc ce sont des sujets auxquels nous sommes attentifs. D'accord. Bonjour, Étienne Drouard, je suis avocat. J'ai travaillé à la CNIL jusqu'à la fin du siècle précédent. Et puis, je conseille des entreprises et aussi des gouvernements sur l'évolution de la protection des données personnelles et son application aujourd'hui. Très bien. Pour commencer, pour ne pas perdre de temps, parce qu'1 heure, ça passe très très vite, Christophe, vous allez nous planter un peu le décor et justement, faites-nous partager un peu vos interrogations, comme on dit. D'accord, très bien. Donc, lorsque vous m'avez invité, vous m'avez dit, au fond, cette manifestation, et du moins ce temps fort, doit interroger un peu la notion de protection de l'identité numérique et éventuellement la tension qui peut exister entre un enjeu commercial et la protection de la vie privée. Et je pense que le prisme macro-social, ou du moins l'angle d'attaque qui me semble être intéressant pour appréhender les données personnelles, je pense que c'est l'e-réputation. Pourquoi ? Parce que ce phénomène est couplé et concomitant de la montée en puissance du Web 2.0, et le Web 2.0 plus particulièrement avec la montée en puissance des réseaux qu'on qualifie, nous, de sociaux numériques. Donc par rapport à cela, il y a une croissance exponentielle des formes de communication horizontale. Entre parenthèses, je ne suis pas sûr que toutes les organisations et toutes les entreprises soient prêtes à s'engager dans des formes de communication horizontale. Et cette notion d'e-réputation, aujourd'hui, véritablement devient un enjeu de société. De quelle façon ? On pourrait dire, pour planter un peu le décor, que la notion de réputation renvoie dans son origine latine à la notion d'évaluation. Donc on pourrait dire que l'e-réputation, c'est l'évaluation sociale des internautes par d'autres internautes. La CNIL déclare quant à elle que c'est l'image d'un individu sur Internet. Mais il y a également un préfixe. Et ce préfixe « i », selon moi, au-delà de renvoyer vers la modalité en ligne, interroge, il me semble, véritablement une dimension instrumentale et une dimension marchande, car derrière le préfixe « i » est malgré tout intériorisé la notion d'e-business et d'e-commerce. On pourrait dire donc que l'e-réputation, c'est cette partie émergée de l'iceberg. Je pense que c'est très réducteur, qu'il faut aller beaucoup plus loin.
je pense, et on est quelques-uns à le penser en sciences de l'information et de la communication, que l'e-réputation, c'est aussi les traces de soi sur le web, c'est-à-dire ces traces induites, souvent produites à l'insu de l'usager. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité, par des croisements de données, de rentrer dans la vie personnelle et dans une forme d'intimité de l'individu d'une manière non voulue par celui-ci. Donc, on pourrait faire référence, par exemple, à ce que dit ma collègue Béatrice Galinon-Mélenec, chercheuse comme moi en sciences de l'information et de la communication, qu'aujourd'hui, cette notion d'e-réputation interroge l'homme trace, c'est-à-dire cet homme digital du XXIe siècle que vous et moi sommes, et qui laisse partout des traces de son passage et de ses activités. Alors, sur un temps plus long, on pourrait se dire que les traces, au fond, ne sont que les signes de l'interaction de l'homme avec un écosystème quel qu'il soit, et que c'est aussi vieux que l'humanité. Je pense malgré tout qu'aujourd'hui nous sommes à un tournant, pour ne pas dire une rupture, à la fois parce qu'il y a une explosion de ces traces, et à la fois parce qu'il y a une marchandisation de celles-ci. Explosion de ces traces, on pourra en discuter dans l'échange, mais faisons référence aux données de géolocalisation. Vous et moi sommes tous titulaires d'un smartphone, et vous savez bien qu'on collecte en permanence, de par l'activation des données de géolocalisation, ce que nous faisons, ce que nous sommes. Marchandisation des traces, ben oui. Pas plus tard que ce matin, en prenant l'avion qui me menait de Toulouse, j'ai bien vu un article du Figaro qui faisait référence à un rapport que le ministère de l'économie vient d'éditer pour justement taxer la collecte des données personnelles pour venir contrer l'évasion fiscale à l'IS de certaines grandes majeures. Donc par rapport à ça, la marchandisation est évidente, la collecte des données personnelles est un enjeu, et l'e-réputation, c'est aussi la perception de cette phase totalement immergée, et que les gens souvent sont des sujets, et des sujets qui sont véritablement pompés. La donnée personnelle nous interroge aussi en tant que chercheurs, et elle nous interroge parce que nous sommes dans un environnement transfrontalier, international, et alors que, par exemple, la CNIL, aujourd'hui, reconnaît l'adresse IP comme une donnée personnelle, la position européenne est un peu plus élastique, et la position américaine ne la reconnaît pas du tout. Or, j'ai le souvenir d'une de mes étudiantes qui, pas plus tard que l'an dernier, est venue me voir en pleurs à l'issue d'un de mes cours, en me disant « Monsieur, j'ai passé une année en Erasmus, j'ai fait la fête, mon copain du moment a pris des photos de moi dans des positions suggestives, et aujourd'hui, je suis sur des réseaux sociaux numériques. Que puis-je faire ? À travers cet exemple précis, on va faire intervenir le droit français, le droit anglais, le droit du réseau socio-numérique qui est américain, et éventuellement, si le serveur se trouve près de la zone polaire, ce qui a de grandes chances d'être le cas, ça va interroger un droit finlandais ou suédois ou je ne sais trop quoi. Au minimum, 4 droits viennent collaborer, je ne le pense pas, mais viennent éventuellement s'intercepter à travers un simple exemple de cette nature-là. Donc aujourd'hui, voilà, l'e-réputation interroge ce phénomène, du moins cette perception des données personnelles. L'e-réputation interroge également le droit à l'oubli, qui est souvent annoncé, qui est souvent convoqué, mais qui dans les faits aujourd'hui, référence aux travaux d'NKM en temps utile, n'est qu'une charte, c'est-à-dire une bonne volonté que les uns et les autres veulent bien mettre en œuvre, et sauf erreur de ma part, les principaux réseaux sociaux numériques ne l'ont pas signé, puisque c'est à la base même de la création de la valeur pour eux. Je peux raisonnablement le comprendre. Donc, aujourd'hui, l'objet de ma présence, c'est d'essayer d'échanger aussi avec vous pour interroger, à travers le prisme des données personnelles, mais dans une acception plus large, ce phénomène d'e-réputation qui, selon moi, doit être appréhendé d'une façon systémique, interdisciplinaire. Il est, je pense, réducteur de l'appréhender uniquement sous l'angle juridique, sous l'angle gestionnaire et marketing dans cette salle, éventuellement sous l'angle sociologique. Il y a également derrière la notion d'e-réputation des enjeux anthropologiques, des enjeux de société, et on pourrait faire une focale éventuellement sur la notion de mort numérique. Voilà, l'idée est d'essayer de planter avec vous ce décor, et surtout, je pense que ce qu'il est intéressant, c'est ensuite de créer éventuellement une interaction. Merci. Déjà, on va interagir ici, peut-être déjà des réactions ou des compléments.
rapport à tout ce qui a été dit. Par exemple, je vous ai vu opiner du chef, alors je me suis dit, non, chacun son tour, il n'y a pas de problème. Moi, pendant que je vous écoutais avec attention, je me demandais ce que les personnes qui côtoient un salon sur l'e-marketing avaient envie de trouver dans une conférence sur la protection des données personnelles. C'est-à-dire soit l'inquiétude de leur lendemain parce que la réglementation contraindrait leur projet, soit un désir d'information sur l'avenir de la réglementation, soit un désir de réflexion sur finalement un angle sociologique, réglementaire, juridique, on va leur demander. Leur fournit des données. On va leur demander alors. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, qui est intéressé par l'axe professionnel, on va dire, marketing, et ce que la loi pourrait changer dans nos métiers? Vous avez le droit à plusieurs choix, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour nous, pour cibler. Après, un côté un peu plus individuel et personnel. Je pense que là, il y a à peu près tout le monde, parce que tout le monde est à peu près concerné. Bien. Merci avec ces mains levées. Je voudrais rebondir sur quelques informations, puisqu'une partie d'entre vous sont venus prendre des éléments d'information. Dans l'Union européenne, la réglementation qui date de 1995 est en voie d'être modifiée, avec des nouveaux droits qui vont être créés, pour répondre à ce qui a été perçu par le législateur, des nouvelles menaces. Essentiellement, pour rebondir sur l'intervention précédente, le renforcement d'un droit à l'oubli qui permettrait aux personnes de pouvoir prendre l'initiative d'une suppression de leurs données. Et ce droit à l'oubli, pour l'instant, il est conçu à destination des réseaux sociaux pour que lorsqu'on ferme un compte, lorsqu'on supprime une information, lorsqu'on demande le déréférencement d'une photo qui a été publiée par un tiers sur soi, on puisse obtenir l'effectivité de ce souhait. Deuxième droit nouveau lié à un phénomène nouveau, l'envie du législateur d'aller plus loin sur la notion de consentement, parce qu'on est dans cette logique assez anglo-saxonne, donc un peu mondialisée, mais qui va être digérée à la manière européenne, que les personnes maîtrisent l'usage de leurs données personnelles quand elles ont dit oui pour que ces données soient utilisées. J'ai de gros doutes sérieusement sur ce sujet, parce que j'ai une petite quinzaine d'années d'expérience sur le sujet. Et à l'époque où je travaillais à la CNIL, on se demandait quelle réglementation s'appliquait en matière de prospection électronique. Et on découvrait à l'époque que 5 États avaient choisi un régime de consentement à la prospection par email, alors que les autres étaient encore dans un régime d'information et de droit d'opposition. Et pour faire le consensus de ces divergences nationales, les professionnels des bases de données et de l'email marketing le vivent au quotidien. On a créé une scénarisation. Lorsque je fournis mes données à une entreprise, elle pourra m'envoyer des offres sur ses produits et services. Si en revanche on souhaite que mes données soient transmises par cette société à une autre, il faudrait que j'y ai consenti lorsque j'avais fourni, par exemple, mon adresse email. Donc ce régime de protection forte des données quand elles vont passer d'une main à une autre, il est aujourd'hui en train de se prolonger. Et le recul que j'ai un peu sur ces évolutions réglementaires, entre les craintes qu'on a au moment du débat législatif, finalement on n'est pas mort à cause de ces règles de consentement, on arrive encore à faire du commerce électronique et du marketing digital. La réflexion que j'ai sur ce sujet, c'est qu'il est assez paradoxal, et c'est un mot qui était dans le titre de la conférence, de penser qu'on protège les gens quand on leur propose comme droit de dire oui pour que leurs données soient disséminées dans le monde entier. Alors qu'un régime de droit d'opposition, c'est stopper l'usage d'une donnée. Donc là, j'aime bien renverser les jugements de valeur pour que ce renforcement des droits des personnes, on puisse prendre un peu de recul en se demandant ce qu'il signifie. Et ce qu'il signifie converge avec le monde du commerce par la notion de contrat. Finalement, proposer à une personne l'usage de ses données dans une certaine direction et lui proposer d'y consentir, c'est la mettre dans une situation contractuelle d'échange des consentements entre le projet de l'entreprise d'user ces données et puis le souhait de la personne que ce soit le cas ou que ce ne soit pas le cas. Et pour finir rapidement sur cette notion de consentement qui vaut contrat,
J'ai beaucoup de doutes sur le fait que la meilleure manière qu'a un pouvoir public de protéger des citoyens individuellement, j'ai beaucoup de doutes que cette manière, la meilleure, consiste à mettre une personne face à un choix dont elle ne maîtrise pas nécessairement les conséquences dans le temps. C'est une réflexion que je livre comme ça, mais je crois beaucoup que les grands enjeux tiennent à la durée de conservation des données, beaucoup plus qu'à la nature des droits des personnes au moment où leurs données sont collectées. Et j'en reviens à la question du droit à l'oubli, qui est l'une des modernités qui figurera dans la réglementation en vigueur. En termes de calendrier, fin 2013, début 2014, le texte devrait être adopté, et 2 ans plus tard, il entrera en vigueur. Ce sera un règlement européen, c'est-à-dire que les virgules de ce texte s'écrivent maintenant, et qu'elles seront 2 ans plus tard du droit français à l'identique. On n'aura pas de pouvoir national d'amender un texte européen, puisque ce ne sera plus une directive, mais un règlement. L'objectif, là, c'est qu'on essaye d'amoindrir les divergences culturelles entre les États européens et de faire un vrai droit unique de la protection des données, au moins dans le bloc européen, même si ce droit ne s'exporte pas nécessairement en dehors de nos frontières. Igor, peut-être réaction, non? Oui, juste, je vais rebondir sur la partie juridique, en disant tout d'abord que je suis parfaitement en phase avec ce que vient de dire Étienne avec une grande sagesse. Il se trouve que la FCDP donc, est partie à la discussion et a fait des propositions d'amendement à ce projet de règlement européen. Et une partie de ces amendements ont été repris donc, dans le rapport du Parlement européen sur ce projet de règlement. Donc, en termes de calendrier, la Commission espère boucler pour mi-juin, pour juin de 2013. Sur le contenu précis du texte, je crois qu'il y a à peu près 2000 amendements qui sont actuellement en cours de consolidation et de négociation et de discussion au niveau de la Commission. Et quelque part, le texte est un petit peu dans la lessiveuse. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'a proposé la Commission il y a 1 an, puisque le texte a été présenté le 25 janvier 2012. 3 jours avant le Privacy Day européen. Qui connaît l'existence d'un Privacy Day? Quoi? 2? Ah oui. Vous êtes membre de la FCDP, c'est pas possible. Vous travaillez à la CNIL. Bon, il y a un Privacy Day en Europe. Donc, ça sert à quoi? Ça se matérialise comment? Tiens, on va tout au même titre, si vous lisez la presse, vous vous apercevez que vous avez un certain nombre d'articles, et y compris dans les presses à très fortes audiences, que sont les journaux gratuits. Métro a fait son dossier central lundi, donc Privacy Day, sur cette question. Mais nous devons avoir que des CSP plus dans la salle qui ne lisent pas métro, parce qu'ils ne prennent pas le métro. Alors donc on est face à un texte dont on sait globalement quelles sont les lignes de demande de la Commission, mais le texte est en train de passer à la lessiveuse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'il sera. On devrait y voir plus clair d'ici quelques mois. C'est un texte qui apporte deux avancées. Premièrement, il modernise partiellement les concepts de la directive de 95, qui restaient quand même très largement les concepts des réglementations, comme la loi informatique et liberté, qui sont nées en 78, donc à la fin des années 70, avec 2 caractéristiques. C'est que l'Internet et les réseaux sociaux et les problématiques de e-réputation n'étaient pas particulièrement présents. Et d'autre part, que cela a été fait par des gens qui avaient été très marqués par ce qui s'était passé 30 ans plus tôt, 30 à 40 ans plus tôt, et avec, pour la partie française, une problématique très particulière. Il est très difficile de travailler avec une salle qui est au bord de l'hypoglycémie parce que l'heure du déjeuner arrive. Qui connaissait le général André? Sous un autre nom, l'affaire des fiches. 3 personnes qui ont fait de brillantes études d'histoire. Ce général André était un général républicain qui, au passage entre le 19e et le 20e siècle, a été ministre de la guerre. Et sa grande préoccupation, c'était que l'armée ne tente pas un putsch ou n'intervienne pas pour
influencer sur le rétablissement d'une royauté en France. Et une des choses qu'il avait demandé, c'était au colonel, au chef de corps, pour ceux qui ont fait leur service militaire ou qui ont été militaires, mais c'est une part de la population qui est de plus en plus réduite, de lui remonter, de ficher les officiers, et en particulier ceux qui assistaient régulièrement à la messe. C'est là qu'un colonel qui ensuite a mal tourné a répondu, alors qu'il n'était pas du tout chrétien, catholique, je ne sais pas, je suis toujours au premier rang, qui ensuite est devenu le maréchal Pétain, qui a mal tourné. Donc il y a quand même une histoire qui est un petit peu différente et un problème qui est un problème de fondement conceptuel. C'est-à-dire que ce sont des textes dont la base conceptuelle date d'avant l'émergence, 1, d'Internet, 2, du web 2.0, et encore plus du web 3.0. Donc ça rejoint aussi un petit peu les problématiques. C'est un cadre qui ne traite peut-être pas tout le sujet de la e-réputation, mais qui, à mon sens, traite très bien et de manière très pertinente la problématique du e-marketing. Le e-marketing, vu par ces textes, c'est l'utilisation de données à caractère personnel, c'est-à-dire, pour en donner une définition très schématique, toute information qui, directement ou indirectement, permet de remonter à une personne physique identifiée. Tu es d'accord sur cette définition? C'est comme ça que c'est écrit, bravo. Voilà, c'est une citation. J'ai une meilleure mémoire que je ne pensais. Donc, très clairement, quand on fait du e-marketing, on utilise des données à caractère personnel. Et une des choses qui est contestée par les associations professionnelles patronales, c'est le montant des sanctions prévues par le projet de règlement européen. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée sur le montant de ces sanctions? Non. Après, le général André était vraiment très dur. Oui, mais après le général André, non, mais... Alors, c'est simple, c'est un peu moins cher que les infractions au droit de la concurrence, qui, je crois, peuvent monter jusqu'à 3 ou 5% du chiffre d'affaires mondial. C'est 5. Là, c'est 2,5 fois moins cher. C'est-à-dire qu'un manquement au règlement européen, dans 3 ans, quand il sera en place, pourra coûter 2% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc c'est un droit qui est à prendre au sérieux, à la fois parce que c'est un droit dont l'application deviendra aussi vitale pour une entreprise que le droit de la concurrence. C'est-à-dire que l'un des messages, c'est si vous ne respectez pas les données à caractère personnel, ça va vous faire mal. Mais ça va vous faire mal, je veux bien, mais aujourd'hui on a déjà du mal à taxer des grosses entreprises qui sont aux États-Unis, allez, on va le dire en clair. Moi je ne vais pas faire de périphrase. Hein. Non, on va pas faire. Déjà on arrive. Alors je vais vous laisser poser votre question et je répondrai ensuite. Alors là-dessus, je crois qu'on pourra rien faire, quoi. Non, mais attendez. Aidez-moi un peu, parce que là j'ai l'impression d'être tous les dramés. Je vous ai laissé poser votre question. Non. N'attaquez pas Marc, je vais le défendre. Non, je l'attaque pas. Je vous ai laissé poser votre question, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Il y a deux choses qui sont extrêmement différentes. Vous avez une sanction prononcée par une autorité administrative indépendante. Ensuite, il y a des voies d'exécution qui sont très simples, qui sont les saisies sur les comptes bancaires de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement simple. Ensuite, vous avez un autre problème qui est... attendez, vous avez déjà été... c'est une visite d'huissier, hein, c'est pas aussi simple, oui, simple mais que ça. Le problème, c'est que la compta ou le marketing de ces boîtes-là, elles ne sont pas forcément en France, ni même en Europe maintenant. Oui, mais ils ont quand même des comptes bancaires en France. Pas beaucoup, justement. Mais bon. Enfin, en tout cas, il y en a. Et l'autre problème, c'est effectivement un problème qui est lié au fait des technologies qui sont à la base de la société numérique, qui sont des technologies qui ont été conçues pour ne pas être bloquées aux frontières. Enfin, qui reposent sur une logique de construction de l'infrastructure qui n'est pas bloquée aux frontières. Et c'est effectivement tout le problème l'un des problèmes évoqués par le rapport Collin et Collin, c'est qu'il y a une possibilité de délocalisation de certaines activités et donc des recettes fiscales. Mais on parle des grands acteurs de l'Internet, mais vous avez aussi un impact qui est local. Vous avez un exemple tout simple. Vous avez un certain nombre de sites qui font par exemple référence à des objets que l'on utilise pour manger, pour ne pas citer des noms, qui sont en train de prendre une position extrêmement forte dans les réservations pour les restaurants à Paris, à tel point qu'un restaurant qui n'est plus référencé par ce site ne travaille pas. Cette entreprise se rémunère en prélevant quelques euros
par réservation. Et donc le phénomène, c'est que si on estime que c'est 3 € qui sont pris pour chaque réservation, sur une consommation de 20 € pour un repas, qui a été à 100% taxable à la TVA, ensuite taux réduit ou pas taux réduit, on est en train de passer à quelque chose qui ne sera taxable à la TVA qu'à hauteur de 17%. Les 3% pouvant être faits à partir du Luxembourg, du Vanuatu ou d'autres pays, mais c'est un petit peu plus difficile, mais fait du Luxembourg, de l'Irlande. Donc c'est ça un petit peu l'enjeu, l'enjeu économique posé par la nouvelle économie. Mais je pense que j'ai dépassé mon temps de parole. Juste un autre point sur les aspects sociologiques. C'est vrai qu'on a des choses qui sont qui bougent, mais ça bouge dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque part une perte ou un déplacement des frontières de la vie privée, mais il y a aussi des choses qui se développent, et ça n'a pas forcément de lien direct avec la numérisation de l'économie. C'est quelque part le fait qu'il y a une indifférence qui se développe à un certain nombre d'éléments qui autrefois auraient été des éléments gênants. Pour reprendre l'exemple Par exemple, pour donner un exemple très concret, qui est un décalque du cas que vous avez évoqué avec les photos suggestives de l'étudiante qui se retrouvait dans les réseaux sociaux. La même histoire a été rencontrée pour un garçon qui, après une beuverie, aurait montré ses fesses, et les fesses auraient été sur Facebook. Et l'histoire qui était racontée il y a 7-8 ans, c'est qu'il n'y a aucun jeu de mots. Il y a 7-8 ans, c'est que les photos lui auraient été ressorties par un recruteur en disant « ça vous arrive souvent de faire ça ». C'est un petit peu le risque que craignait votre étudiante. Et il y a quelques années, un de mes amis a expliqué cette histoire à un de ses enfants, adolescent, et elle lui a dit « fais attention, montre pas n'importe quoi, ça peut t'empêcher d'être recruté par telle ou telle entreprise ». Et l'adolescent, donc le futur adulte, lui a répondu « mais papa, j'aurais aucune envie de travailler dans une entreprise où le DRH s'arrêterait à ce genre de choses ». Donc il y a des mécanismes d'interaction entre les choix et les comportements individuels, et puis ces outils. Mais je crois que j'ai dépassé mon temps de parole, donc je vais quitter la salle. Marc, oui. Peut-être par rapport à tout ça, parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Bon, alors, rapidement, d'abord une première réflexion en écoutant les uns et les autres, c'est qu'on avait une question, c'est le privacy paradoxe. On est confronté à un phénomène qui est un phénomène dont je ne pense pas qu'aujourd'hui tout le monde prenne la mesure exacte. Je me fais cette réflexion en constatant que la salle précédente, dont je ne me rappelle pas le sujet, était très pleine. Certains nous ont quittés et il y a un peu moins de monde là. Et je me faisais cette réflexion, en fait, je dis ça parce qu'on se faisait avec Étienne en aparté avant que ça ne commence. Ça me fera passer parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la question de alors on va le dire de manière générique, de la protection des données personnelles et de la vie privée est sans doute une des questions les plus structurantes pour le développement du numérique. Du numérique en tant que modèle économique, et du numérique économique et industriel, et du numérique en tant que modèle de société. Et la question de la protection des données personnelles et de la vie privée est éminemment structurante. L'un des premiers paradoxes, c'est que cette conscience de l'importance du sujet n'a pas encore pris toute son ampleur. Tu posais la question du Privacy Day, qui n'est pas qu'européen, qui est également américain. Et là, je balaye très rapidement un point, ça n'est pas une question d'Européens. Quand vous êtes aux États-Unis, vous pouvez être très surpris de l'ampleur qu'a ce débat aux États-Unis. Et même parfois, mon sentiment, c'est que le débat aux États-Unis est plus intense qu'en France et en Europe, et la quelle débat est sans doute quelles sont les problématiques qui ressortent alors? Parce que si on est un petit peu en retard... Si je le résume en un mot, c'est les gens veulent accéder à tous les bénéfices du net. On va faire court. Du web, de l'Internet. Ils voient avec le big data, le cloud computing, l'informatique en nuage, tous les avantages que ça peut procurer. Que ce soit sur l'accès à la connaissance ou l'accès à des offres commerciales, à la publicité, en fonction de choix qu'on veut faire pour ses propres décisions. Et en même temps, ils veulent un niveau de protection plus élevé. Et la question qui est posée aux entreprises, aux individus et aux régulateurs, c'est de trouver le point d'équilibre
où va-t-on placer le curseur entre ce souhait d'accéder à un maximum d'informations et donc le cas échéant de gérer ce montant d'informations et ce niveau de protection. Et moi, je dirais que dans ces matières-là, et c'est peut-être le défaut du juriste, c'est quand il y a une telle accélération des évolutions, il faut une approche systémique. Il faut essayer d'organiser les choses. C'est évidemment pluridisciplinaire. Et moi, je donnerais 3 pistes pour un petit peu poursuivre le débat. La première, c'est de se dire que le développement de la société numérique, elle ne se fera de manière vertueuse et pérenne, durable, comme on dit maintenant, qu'à la condition que la confiance soit présente. Et la confiance dans les outils et dans la manière dont les gens peuvent s'en servir. C'est la première dimension. La seconde dimension, c'est comment on gagne cette confiance. Bien, on peut la gagner en redonnant du contrôle aux individus. Ça ouvre sur tous les débats que tu évoquais, c'est comment on le donne, ce contrôle. Les Anglais parlent, enfin les Américains, d'empowerment. Je pense que c'est le contrôle qui serait la traduction la plus précise. Le contrôle qu'on a sur ces informations. Comment le fait-on ? Par la loi, par de la co-régulation où les acteurs vont intervenir avec les acteurs publics pour trouver les bonnes réponses, voire par l'autórégulation, y compris en introduisant dans les outils numériques des fonctionnalités qui protègent, ce qu'on appelle le privacy by design. Et quand je donne ces 3 dimensions, régulation, co-régulation, autorégulation, c'est pas que l'une se substitue à l'autre, c'est que c'est une sorte de pyramide, de hiérarchie des normes, si j'ose dire, qui font qu'on essaye de trouver la bonne réponse sur un univers qui va à une vitesse extrêmement forte. Et la 3e dimension à laquelle je crois qu'on doit tous être sensibles, et Paul-Olivier et Étienne l'ont dit également, c'est que quand on cherche la bonne réponse, il faut qu'elle soit efficace. Il n'y a rien de pire que d'être dans l'effet d'annonce. On va trouver un concept marketing sur un sujet, on va dire voilà, c'est formidable, et en même temps, ce n'est pas forcément efficace. Donc, est-ce que l'opt-in et l'opt-out, ça va être un débat dogmatique, ou est-ce qu'on doit chercher la réponse efficace ? Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que le projet de règlement européen est une bonne première étape. Pourquoi ? Parce que c'est, comme tu le disais, non pas une directive qui va devoir être transposée dans chaque État membre, dans les 27, mais c'est un règlement qui va s'appliquer de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir une harmonisation. Et ça me paraît extrêmement important parce que pour l'individu, consommateur et citoyen, car cette question n'est pas simplement une question consumériste, c'est aussi une question politique et de citoyen, il est essentiel de savoir quelle est la règle qui s'applique, qu'on soit en France, en Allemagne, en Espagne, en Irlande, au Luxembourg. Et il faut que la règle soit la même pour qu'on sache, j'allais dire, avec quelle règle on peut se défendre, ou en tout cas faire valoir ses droits. Et ces 3 dimensions me paraissent tout à fait essentielles, tout à fait importantes. Et juste un point, pour finir cette première intervention, Étienne disait à juste titre que la question de la durée était tout à fait essentielle. La question de la durée et de l'anonymisation. C'est-à-dire, la question qui est posée aussi, c'est de savoir dans quelles conditions vous conservez les données et l'usage que vous en faites. Et également, pendant cette durée, jusqu'où vous allez pouvoir les conserver. Nous, on avait pris un engagement. Et même la valeur de la donnée, puisque ce que je considère comme... Ouais. Peut-être que vous allez y arriver, mais... Non, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je vois bien que c'est un débat avec le rapport Colin et Colin. Moi, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais, non, mais juste un point intéressant. Le groupe d'article 29 qui réunit les CNILs européennes, pour faire court, avait demandé à un certain nombre d'acteurs de limiter la conservation des logs de connexion sur les moteurs de recherche à 6 mois. Nous, on y a accédé. On a dit, OK, on se met à 6 mois. On n'a pas forcément été suivi par le reste de l'industrie. Mais il n'empêche que c'est faisable. Et qu'à un moment donné, on peut avoir des comportements vertueux. Manière de dire qu'on peut tout à fait, pour répondre au privacy paradox, fixer ces curseurs sans inquiéter les gens, sans supprimer l'avantage du big data ou de toutes les possibilités que donne l'Internet, et protéger les utilisateurs, protéger les consommateurs et protéger les citoyens. Parce que, et ça c'est le dernier point que je ferai pour conclure cette intervention, il faut qu'on soit tous conscients à cet instant que ça n'est pas simplement une question de droit de la consommation, c'est une question de liberté publique, de libertés individuelles. Et ce qu'on fixe comme règle aujourd'hui, bien sûr que tous les acteurs sont vertueux, personne ne peut penser différemment. Mais quand on fixe une règle, on la fixe aussi pour le futur et pour l'hypothèse où des acteurs non vertueux, à un moment donné, profitent de cet amas de données
qui a été collecté dans des proportions inédites Oui, dans parce l'histoire que de l'humanité. c'est vraiment un amas de données, parce qu'il n'y a pas uniquement celles que je publie, genre ou les photos qui ont été prises de moi, etc. Parce qu'aujourd'hui, tout se connecte. Je sais pas, moi, ma tension artérielle, elle va être sur Internet aussi. Mes déplacements, oui. Et là, on va bien au-delà, parce qu'on n'est plus à je veux bien que mon adresse soit utilisée pour m'envoyer de la pub, quoi. Oui. Là, on rejoint la notion de trace. Par exemple, l'enjeu aujourd'hui de la donnée de géolocalisation interroge fondamentalement cette trace, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas forcément voulu par l'acteur, mais qui, de fait, de par sa pratique et son interaction avec l'écosystème, laisse des traces. Alors, je pense que là, on a un point effectivement qui est intéressant, c'est la question des traces, qui n'est pas forcément si neuf que ça. Parce que les logs de connexion sur les serveurs, sur les réseaux, c'est des choses qui existent depuis très longtemps à l'échelle Oui, mais numérique. on a plus d'outils et de périphériques qui en donnent aujourd'hui. Oui, c'était pas tellement c'est aussi un problème. Bon, si, c'est votre position, c'est pas forcément la mienne. Puis j'exprimer la mienne. Oui, bien sûr. Merci. Alors, on en a plus. Ce qui est assez neuf, c'est qu'on a de plus en plus des outils, et en particulier avec ce qui se développe autour du big data, qui permettent de les exploiter très facilement. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu à exercer la fonction de RSSI, et quand il s'agissait d'analyser des logs sur un incident, c'était la croix et la bannière. Et c'est pas si vieux que ça, c'était il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire des analyses de volume de log beaucoup plus importants en un temps extrêmement réduit et avec la possibilité de redescendre sur le ou les logs qui posent problème. Donc on a cette problématique de traces qui n'est pas si neuf, qui change effectivement d'échelle, mais on a évoqué la géolocalisation qui est finalement quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Pour une raison très simple, c'est que depuis que ça tient essentiellement à la téléphonie mobile. Et là où ça se faisait par triangulation, là où ça a évolué, c'est que maintenant ça se fait par GPS ou par des systèmes d'identification du lieu auquel se trouve l'objet, qui sont effectivement plus précis et qui a des possibilités d'historisation. Ce que vous évoquiez sur la tension artérielle, ce n'est pas quelque chose qui sera collecté à votre insu. C'est quelque chose qui relève d'un phénomène qui est nouveau, qui est le Quantify Self. C'est la possibilité de relever sa tension artérielle. Ça se faisait avant par papier avec les tensiomètres. Maintenant, ça se fait en temps réel. Et ce qui change énormément, c'est que là, on est face à un acte réel. Et l'autre point qui est important, c'est l'apparition et la multiplication des capteurs qui sont relativement autonomes. Un bon exemple, et ça peut être très intéressant, ce sont les compteurs électriques dits intelligents, qui sont effectivement, je crois, bridés à une mesure tous les quarts d'heure, à la demande de la CNIL. Mais par rapport aux indicateurs précédents de consommation, on a une multiplication par 10 000 du nombre de points de mesure. Donc, il y a effectivement cette problématique qui n'est pas finie de multiplication des données disponibles. Donc là, il y a effectivement des enjeux qui sont nouveaux, qui sont très largement devant nous. Et les solutions qui ont été évoquées par Marc notamment, c'est-à-dire l'empowerment, moi je crois que c'est simple, c'est redonner le pouvoir aux gens sur leurs données, sur leurs individus, redonner le pouvoir aux individus sur leurs données, qui me semble être une piste extrêmement importante, ne serait-ce que pour éviter que des personnes mal intentionnées s'en servent. Et je pense qu'il ne faut pas aussi négliger les évolutions sociales et les évolutions de comportement qui sont générées par cette pluie de données. On s'apercevra dans quelque temps qu'il y aura des stratégies de gestion des capteurs. Comme en matière criminelle, il y a des stratégies pour les criminels les plus aguerris pour minimiser le risque de laisser une trace ADN. Ou pour d'autres criminels tout aussi aguerris mais aussi pervers, de ramener par exemple des mégots de cigarettes ou des éléments qui portent l'ADN de quelqu'un sur lequel ils veulent que la police aille jeter un œil plutôt que sur eux. Donc je pense qu'on est au début d'un phénomène, que les enjeux sont tout à fait énormes.
même simplement en termes de construction de l'individu, parce qu'on a quand même besoin d'avoir des miroirs, et la réputation est en train de devenir un miroir extrêmement important, et que c'est un point sur lequel il faut être très vigilant. D'où le fait que la Commission a estimé que les manquements en matière de réglementation à la protection des données à caractère personnel étaient presque aussi importantes que les manquements au principe de droit de concurrence, qui est reconnu par le traité de Rome comme étant un des éléments de l'ordre social économique. Donc la protection de la vie privée est en train de devenir un des éléments de l'ordre social de l'Europe numérique. Est-ce qu'on a d'autres réactions par rapport à ça? Parce que le débat est vaste, mais... Ou peut-être des questions d'ailleurs. Oui, allez, je me déplace. Je demande juste de vous présenter. Oui, Jean-Christophe Petit, Agency. J'ai une question qui est très terre à terre. Moi, je suis venu ici pour des choses très terre à terre. Vous parlez de PPI, Personal and Private Information, avec le débat de qu'est-ce qui est données privées, qu'est-ce qui n'est pas données privées, etc., etc. Et vous dites tout ce qui peut permettre de remonter à l'individu de façon identifiée est une donnée privée, donc doit être protégée. Quid du numéro d'IP qui est aujourd'hui la seule unique donnée qui permet de relier tout l'ensemble et qui est l'indicateur clé qui permet de savoir qui on a derrière une machine. Est-ce que c'est une donnée privée ou pas? Et si c'est une donnée privée qu'on ne peut pas manipuler et qu'il n'y a plus d'IP, il n'y a plus de cookies. Alors, c'est la question à $1 million. S'il y avait une réponse claire, elle serait déjà écrite dans la loi. Mais je vais essayer de la faire courte et claire. Je vais vous répondre en droit français. En droit français, pour avoir l'identité d'une personne derrière une adresse IP, il faut passer par le truchement du juge pour aller interroger un fournisseur d'accès et savoir à qui appartient l'adresse IP attribuée ce jour-là à cette heure-là. Cette muraille juridique qui nécessite de demander à un juge d'être l'intermédiaire avec le fournisseur d'accès pour lever une identité. Quand on la regarde dans le monde du commerce avec X dizaines de milliers de visiteurs sur un site internet et un régulateur qui vient vous dire vous êtes en train de traiter de données personnelles parce qu'il y a des adresses IP qui visitent vos sites, il y a deux situations. Si vous traitez une adresse IP pour faire valoir un droit et que vous êtes dans cette situation juridique, vous allez vouloir lever l'anonymat qui se cache derrière l'adresse IP. À l'évidence, vous êtes en train de traiter une donnée à caractère personnel parce que vous êtes dans une situation juridique qui peut vous amener à identifier une personne. Si en revanche, vous avez une information que vous ne pouvez pas corréler à une autre information vous donnant un lien certain sur l'identité de la personne, on pourra vous dire réglementairement que vous êtes en train de traiter une donnée personnelle parce que ça justifiera d'y appliquer une courte conservation. On veut appliquer des principes de protection des données, mais on ne pourrait pas tous vous les imposer parce que vous êtes dans des situations où vous ne pouvez pas respecter la demande d'un individu qui vient vous voir au siège de votre entreprise en vous disant « Hier, j'ai visité votre site web, je voudrais exercer mon droit d'accès. Merci monsieur, quelle était votre adresse IP? J'en sais rien, mais je m'appelle Jean Guichard et je voudrais exercer mon droit d'accès. » Si vous ne pouvez pas répondre matériellement à une demande d'exercice par une personne de ses droits, il y a des chances que vous ne soyez pas en train de traiter une donnée à caractère personnel. Voilà. Sur les cookies, par exemple, vous en avez parlé, puis c'est quand même le nœud du salon, quoi. Si on ne fait pas une relation entre des données de connexion, de fréquentation et de réaction, et puis la possibilité demain d'y ajouter la coordonnée d'une personne, lui écrire, et peut-être finalement elle viendra acheter, les droits qui sont en train d'évoluer sur le sujet, c'est le consentement des personnes à l'enregistrement dans leur ordinateur d'un cookie. Il y a ceux qui pensent qu'il faut justifier cette réglementation parce que dans des cookies, on peut traiter des données à caractère personnel. Je pense que ça consiste à quand même tirer très fort les cheveux pour pouvoir dire qu'il y a un lien évident entre une donnée de réaction et de trafic et puis un individu identifiable. Et il y a une autre manière de regarder les choses qui est écrite dans le texte des directives sur la protection des données personnelles et de la vie privée. On n'est pas obligé d'inventer l'idée qu'il y a une donnée personnelle pour autant protéger la vie privée des personnes. Par exemple, reconnaître aux gens des droits en matière de cookies,
ça ne suppose pas de passer par l'idée qu'on serait en train de traiter une donnée personnelle. S'il y a une problématique de vie privée, elle va s'exprimer par une durée de conservation, par une information des personnes, par la possibilité de dire « je ne veux pas de cookies », de configurer son navigateur, de cocher des cases. Et on n'est pas obligé d'inventer l'idée qu'il y a une donnée personnelle derrière. Donc, pour en revenir à l'adresse IP, quand vous n'êtes pas dans une situation de droit où vous pourriez revenir vers l'identité d'une personne, réglementairement, on peut vous expliquer que vous êtes en train de traiter une donnée personnelle, mais vous êtes nu dans ce débat-là parce que vous n'avez pas les moyens de défendre cette affirmation qui pourtant peut être fausse. Et les traces, qui sont quand même la monnaie de l'économie numérique, enfin au moins le vecteur, le carburant, on n'est pas obligé de dire que c'est de la donnée personnelle pour autant protéger la vie privée des personnes. Parce que c'est des cercles qui se chevauchent, mais qui ne sont pas nécessairement l'un au-dessus de l'autre entre vie privée et données personnelles. Juste un point complémentaire et pratico-pratique et bref. Pour protéger l'entreprise, je rejoins totalement le raisonnement d'Étienne. Vous avez une norme simplifiée publiée par la CNIL, qui est la norme simplifiée 48, qui traite de la relation entre les prospects et les clients, et à l'intérieur de laquelle vous trouverez un certain nombre de principes et de choses à faire pour que votre société soit protégée contre le risque d'une sanction de la part de la CNIL. C'est un document qui est accessible sur le site de cette maison et quand on le regarde, on s'aperçoit qu'il donne la possibilité de faire quand même beaucoup de choses. Juste un mot pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur les aspects concrets. Un point que j'évoquais, c'était la question des 6 mois sur les données de connexion, parce que ça renvoie directement à ce qu'on vient de dire et à l'usage qui est fait des données. Il y a aussi, en plus de la couche de réglementation, ce que j'évoquais rapidement sur le privacy by design. Dans nos outils, par exemple, on a par rapport aux cookies notamment, en plus de la limitation de durée, les navigations in private, les navigations privées que vous pouvez vous-même activer, vous, utilisateur. Donc ça renvoie à cette question de contrôle. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Ou le do not track, qui est aujourd'hui par défaut dans Internet Explorer 10. Ça peut suggérer des débats, mais c'est l'idée à un moment donné qu'on introduit un élément très concret d'empowerment de l'utilisateur. Et pourquoi c'est important? Parce que si on avait le temps, on pourrait se poser la même question pour l'entreprise lorsqu'elle met ses données, par exemple, dans le cloud. La première chose qu'elle doit faire, avant même de signer le contrat du cloud, c'est de faire son propre risk assessment. C'est vrai de l'entreprise, c'est vrai de l'individu. J'ai des données, lesquelles je considère comme relatives à mon intimité, c'est cette question de l'homme numérique, de la définition de mes stratégies d'identité. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je ne vais pas mettre? Est-ce que je mets une photo? Est-ce que je ne la mets pas? Et on voit qu'il y a des réponses différentes. Et quelle photo? Comment je vais le gérer? Et quand je la mets et où je la mets, ouais. Et quelle est ma possibilité d'agir? Et donc, vous avez dans les outils des éléments in private, do not track, la durée de conservation, sont des éléments qui, encore une fois, permettent aussi aux individus, en plus de la loi qui fixe les principes, mais on ne peut pas demander à la loi d'appréhender toutes les évolutions technologiques, ni tous les usages. Ça n'est pas possible. Et tous les territoires, elle doit fixer la chape sur laquelle on construit d'autres réponses. Et après, ça va être un élément, à mon avis, important et intéressant à voir dans le futur, c'est qu'il y a une différenciation qui se fera entre les acteurs économiques, parce qu'à un moment donné, les gens vont se dire, ce curseur, je le place ici ou là, et je ferai mes choix vis-à-vis des acteurs en fonction de là où ils ont placé le curseur, entre l'avantage que je tire du numérique et le degré de protection qu'on m'accorde, à la fois dans le respect de la loi, ce qui va de soi, ce n'est pas toujours évident, cela étant, certains s'en abstraient, et également des outils supplémentaires qu'on me donne pour que cette trace, finalement, ça soit moi qui la gère, avec un dernier point qui me paraît essentiel, personne ne l'a relevé, mais dans le projet de loi Vincent Peillon sur l'éducation, adopté par le Conseil des ministres il y a 2 semaines, ou 1 semaine, c'est pas sur le temps scolaire, hein. Je ne vais mettre personne dans la rue, le point, c'est qu'il y a un article qui, pour la première fois, introduit dans les programmes d'éducation à l'école la question de la sensibilisation à la protection de la vie privée. Parce qu'à la fin des fins, oui, parce qu'il faut quand même apprendre aux gens ce que c'est, à quoi ça sert, comment on gère, parce que ça ne va pas venir comme ça. Si on exclut la chose la plus importante sans laquelle rien ne se construit, qui est l'éducation,
eh ben, on pourra inventer toutes les lois, tous les outils de la terre et de la création, on passera à côté de l'essentiel. Et c'est intéressant, pour la première fois, la loi prévoit, et personne n'y était attentif, que l'on va éduquer à la protection des données personnelles, ce qui me paraît quand même une avancée assez importante. Alors, on va devoir conclure parce que je vois qu'on nous pousse. Donc, juste un petit mot, s'il y a une chose à retenir, donc éducation, ça on a bien compris. Étienne, peut-être ? Ah, vous en aviez un autre, bah, très vite après. Vas-y, oui. Moi, je crois beaucoup qu'on peut mettre de la loi dans les outils parce que ceux-là, ils traversent les frontières facilement. Voilà. D'accord. Court. Paul-Olivier. Je pense que là, le point qui est à retenir de mon point de vue pour les professionnels que vous êtes, c'est attention. Il faut s'en occuper, il faut être vigilant sur le sujet. Pourquoi ? Parce que c'est un risque pour l'entreprise par le biais des sanctions administratives, mais au-delà, est-ce que ce que je fais sera acceptable par mes clients ? On a vu qu'il y avait des formes de marketing. Je n'ai pas le temps d'en faire l'exégèse et ni l'histoire. J'ai fait les efforts. Oui, mais il faut encore en faire. Non, mais il y a des modes de marketing qui ont cessé de fonctionner et qui se sont retournés contre leurs utilisateurs. Attention sur ces deux points, être accepté par les clients, par les prospects et ne pas se prendre une sanction significative de la part d'un régulateur qui, comme tous les États, cherche de l'argent. Alors, reprenez le micro. Peut-être ultime point, pour paraphraser mon collègue, bien évidemment, il y a vraiment une tension à appréhender en tant que décideur, en tant que chef d'entreprise, entre le fait de vouloir créer de la valeur ajoutée et le fait de maintenir la confiance avec ses interlocuteurs, avec ses clients, ses prospects, et surtout dans une approche beaucoup plus macro-sociale et systémique, comprendre que ces questions-là relèvent véritablement d'un enjeu de société. C'est le choix de la société dans laquelle nous allons vivre, dans laquelle nos enfants vont vivre, qui se joue aussi actuellement. Voilà. Marc ? Oui, un mot. Je pense que sur ces questions-là, on est comme avec des questions de développement durable. En fait, il y a un développement formidable de la société numérique. Comment fait-on pour qu'elle soit durable, c'est-à-dire qu'elle soit socialement acceptée et vivable. Et ça, c'est une question qui est posée aux citoyens, aux consommateurs, aux professionnels, aux régulateurs. Et les professionnels ne peuvent pas s'abstraire de cette question. Et ça sera sans doute une des questions qui va nous occuper le plus dans les années qui viennent. Merci à tous. J'espère que vous restez pour la suivante. On vous laisse la place. Merci beaucoup.